Une révolution pour le don d'organes. Il sera autorisé au-delà de la famille stricto sensu. Un lien affectif devra exister entre le donneur et le receveur. C'est l'autre aspect de la loi sur la bioéthique discutée depuis cet après-midi à l'Assemblée. Soulagement pour les 5300 salariés français de Brandt. Le tribunal de commerce désigne l'israélien Elko pour reprendre le groupe. 78% des emplois devraient être sauvés. Les patrons dans la campagne, le BDF revendique un droit d'ingérence en politique et présente 9 résolutions aux élus. La liberté d'entreprendre n'est pas la liberté de licencier, répond comme en écho Lionel Jospin qui a fait devant la presse un petit pas de plus vers sa candidature officielle. Afghanistan, comment Ben Laden entraînait ses hommes au meurtre et aux opérations commando, exclusivité France 2. C'est un document qui aurait été trouvé par l'Alliance du Nord dans les caches d'Al-Qaïda. Le retour de la grammaire à l'école, ce sera une des priorités des nouveaux programmes à partir de la rentrée prochaine. Reportage et 3 questions à Alain Ray, lexicologue, responsable du Robert. Il nous rejoindra tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, ces images magnifiques et effrayantes. Une vague de lave qui brûle et détruit tout sur son passage avant de se jeter dans la mer. L'éruption du volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion a commencé il y a une dizaine de jours, mais elle prend de l'ampleur. Routes coupées, villages évacués, plan hors sec déclenché. Loïc Delamornay. Avec panache, la coulée de lave se jette dans la mer. Depuis son regain d'activité dimanche, le Piton de la Fournaise, en éruption depuis 10 jours, déverse majestueusement ses rivières incandescentes. Mais c'est la nuit que le spectacle est le plus éblouissant. Instantanément solidifiée au contact de l'eau, la lave crée une avancée de 200 mètres gagnée sur la mer. Heureusement, la plupart du temps, la lave du volcan suit un cheminement naturel bien précis et ne trouve ni habitants ni maisons sur son passage. Mais hier, en avalant la route nationale 2 et une modeste chapelle, la coulée s'est faite plus inquiétante. Surtout, les sismologues craignent qu'une fissure provoque une deuxième coulée de lave. Pour cette raison, le préfet a demandé cet après-midi l'évacuation préventive des 800 habitants du village de Bois-Blanc. Ce soir, seuls les gendarmes sont restés sur place pour prévenir tout acte de vandalisme, tandis que le Piton irrigue toujours, nonchalamment, les pentes de la Réunion. C'est de l'avis de tous l'un des débats les plus importants de ces prochaines années, débat sur la vie et la génétique. La discussion a commencé tout à l'heure à l'Assemblée. Premier point, la recherche sur l'embryon. Il y a un quasi-consensus. Pas question de procéder au clonage. En revanche, les embryons congelés laissés de côté lors des fécondations in vitro seront bien utilisés par les chercheurs. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce important? Reportage à Montpellier, Karine Comazzi, Françoise Mazou. La pièce n'a rien d'une pouponnière et pourtant ici, 3000 bébés potentiels sommeillent dans l'azote. 3000 embryons congelés issus de la fécondation in vitro. Parmi ces 3000 embryons, il y en a la moitié, plus de la moitié qui vont être certainement récupérés par leurs géniteurs. Et puis une partie, sans doute, qui grâce à la nouvelle loi, va pouvoir être utilisée par nous pour la recherche. Pionnier de la fécondation in vitro, le professeur Humeau et son équipe s'emploient depuis 20 ans à déchiffrer les mystères de l'embryon et notamment à comprendre pourquoi certains se nident, s'accrochent à l'utérus plus facilement que d'autres. Des travaux interrompus par les lois de bioéthique de 1994 interdisant les recherches sur les embryons surnuméraires. 10% seulement des embryons se nident, ce qui est peu. Donc on est en droit de supposer que ceux qui ne se nident pas, ou une bonne partie d'entre eux, ont une viabilité diminuée. Donc notre problème, c'est de savoir exactement pourquoi ces embryons ont une viabilité faible et d'essayer de l'améliorer. La recherche sur les embryons surnuméraires permet aussi de créer des cellules souches qui, par clonage thérapeutique, pourraient guérir des maladies incurables comme Parkinson ou Alzheimer. Prudence ou hypocrisie, le clonage thérapeutique a été écarté du projet de loi. Cette loi va nous permettre de rattraper le retard qu'on a pris par rapport aux pays étrangers et va, je pense, nous amener à faire du clonage thérapeutique. Dans ce service où l'on donne chaque jour un coup de pouce à la vie, on attend cette loi comme un coup de pouce à la recherche. Le texte autorisant cette recherche sur les embryons surnuméraires devrait être approuvé à une large majorité. Notons tout de même l'opposition de l'Église catholique. Le débat est très complexe, clonage, cellules souches. Pour y voir plus clair, explication Delphine Orviller.
Au cœur des lois de bioéthique nouvelle formule, il y a bien sûr la question du clonage. Le clonage, c'est la fusion d'un ovocyte vidé de son noyau avec une cellule adulte. On obtient ainsi un embryon sans qu'aucune fécondation n'ait été nécessaire. Si l'embryon se développe dans l'utérus d'une femme, on pourrait obtenir un être humain cloné, copie conforme du donneur de la cellule. C'est le clonage reproductif. En interrompant le développement de cet embryon au 5e jour, on peut y prélever des cellules capables d'évoluer vers n'importe quel organe. C'est du clonage thérapeutique. Mais le projet de loi dit non au clonage reproductif et non au clonage thérapeutique. Ce qui va être autorisé, c'est la recherche sur les embryons surnuméraires. Il s'agit d'embryons déjà congelés et qui n'ont pas été utilisés par les couples recourant à une fécondation in vitro. Ce sont eux qui fourniraient les cellules souches, des cellules capables de devenir de la peau, du nerf, du muscle ou du tissu cardiaque pour réparer des organes malades. Un espoir majeur dans le traitement des maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Autre volet du texte donc, les dons d'organes. 3200 greffes chaque année, mais 6000 personnes en attente. Les dons sont insuffisants, notamment parce qu'ils sont très réglementés. Jusqu'à présent, seuls les parents du premier degré, père, mère, frère, sœur et enfants, étaient acceptés. La loi, qui veut éviter toute dérive commerciale, élargit tout de même ce cercle aux mariés femmes, aux concubins, bref, à toute personne attachée par un lien affectif. Cela ne se pratiquait jusqu'alors que dans les cas d'urgence. Exemple avec ce reportage de Laurence Decherf et Diane Richard. C'est une nouvelle vie qui commence pour Stéphane, avec le rein d'Isabelle, sa femme. Pour ça, il a fallu passer devant un juge. La loi actuelle ne permet pas de donner un organe à son conjoint. Terminé les dialyses et les dépendances à l'hôpital, opéré il y a 2 mois et demi, le couple a retrouvé une vie normale. C'est évident que c'est un acte d'amour, c'est évident, oui. Et c'est vrai que elle n'a jamais hésité, comme elle l'a dit, à partir du moment où elle a su que ça pouvait se faire, elle a foncé. Un soulagement de vivre cet échange à 2. L'idée de s'inscrire sur une liste et d'attendre leur était insupportable. Le plus dur, hein, c'est d'attendre la mort de quelqu'un. On se dit, il faut que quelqu'un meure pour que Christophe ait un rein. Et ça, c'est difficile à supporter. Jusqu'à maintenant, seuls les parents et les frères et sœurs pouvaient être donneurs vivants. Avec le projet de loi, le but est d'élargir à toute la famille et même aux amis. Une porte ouverte au trafic d'organes. Si les deux ont une connivence entre eux, parce qu'ils sont d'accord pour acheter le rein l'un de l'autre et l'autre pour le vendre, eh bien, ils se débrouilleront très bien pour dire qu'ils sont de vieux amis. Élargir les dons d'organes à l'entourage nécessitera la mise en place de nombreux garde-fous pour éviter toute dérive. Un espoir pour un grand nombre de familles devant des temps d'attente trop longs pour des transplantations. En bref, la méningite, nouveau cas probable à Marseille. Une lycéenne de 17 ans a été hospitalisée. Son état n'inspire toutefois aucune inquiétude. Je vous rappelle qu'une campagne de vaccination sans précédent commencera demain dans le Puy-de-Dôme. Le conflit des médecins, nouvelle négociation aujourd'hui à la Caisse nationale d'assurance maladie. Un seul syndicat minoritaire y participait, MG France. Ces revendications de relèvement des tarifs sont plus modérées, mais ces discussions ne se sont pas terminées par un accord. De direction Houtot dans le Pas-de-Calais avec une journée de confrontation entre un prêtre ouvrier mis en examen et écroué et plusieurs de ses accusateurs. Le prêtre a refusé de répondre. Il s'est contenté de chanter la Marseillaise. Marianne Mas sur place. Ballet de gendarmes et de robes noires aujourd'hui au tribunal de Boulogne où 5 des principaux protagonistes du dossier de pédophilie étaient convoqués par le juge. Ce matin, une femme, figure centrale du réseau pédophile, a même fait de nouvelles révélations sur le meurtre présumé d'une petite fille. Elle a effectivement parlé de lieu, elle a donné une identité et peut-être pourrons-nous maintenant recouper avec des éléments dans le dossier qui permettront d'identifier certainement l'enfant en question. Cet après-midi, on attendait aussi la confrontation entre le prêtre ouvrier et 3 personnes qui l'accusent d'actes pédophiles. Je suis très confiant, je pense qu'elle peut amener à établir les contradictions des accusateurs du prêtre ouvrier. Pourtant, coup de théâtre. Alors que la défense avait réclamé des auditions séparées, le juge convoquait 4 accusateurs d'un seul coup. Mon client a donc décidé d'opposer le silence et le magistrat instructeur insistant pour que la confrontation se tienne dans ces conditions, j'ai dû quitter la salle d'audience pour protester. Le prêtre ouvrier s'est alors mis à chanter la Marseillaise. La confrontation a tourné à la cacophonie générale.
Sur le fond du dossier, on n'en sait pas plus ce soir. Les auditions se poursuivront dans les jours qui viennent. 2 morts et un blessé grave dans une explosion qui intrigue les enquêteurs à Carros, près de Nice. Explosion au premier étage d'une société spécialisée dans les volets en aluminium. Apparemment, 2 hommes manipulaient des grenades qui ont échappé à leur contrôle. 2 hypothèses selon la police pour expliquer la présence de ces armes. Le gérant de l'entreprise serait un collectionneur ou bien la société abriquait un trafic. À Toulouse, nouvelle déclaration du procureur de la République sur les causes de l'explosion de l'usine AZF. Cette fois, c'est sûr, dit-il, l'attentat ou la malveillance ne sont plus d'actualité. Cela dit, l'élément déclencheur n'est pas identifié avec certitude. Les enquêteurs privilégient la piste du chlore. Totalfina, propriétaire d'AZF, enquête sur des anomalies électriques. Sur place, Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Un cadre solennel pour l'affirmer, la thèse de l'attentat ou de la malveillance n'est plus d'actualité. Pour le procureur, AZF reste seul en cause. Les experts, parce que c'est toute une équipe qui travaille derrière, pensent avoir identifié ce que j'appellerais improprement d'ailleurs l'allumette chimique. Et il se livre à une attaque en règle. Pourquoi des consignes de sécurité inexistantes? Pourquoi un si mauvais état général du bâtiment, de la dalle? Pourquoi pas de traçabilité des produits au mépris de la législation en vigueur? Un réquisitoire avant l'heure auquel font face les dirigeants d'AZF. Nous n'acceptons pas aujourd'hui d'être le coupable avant d'avoir épuisé toutes les investigations. Mais encore une fois, on assume notre responsabilité. Eux travaillent sur l'hypothèse d'un arc électrique d'origine extérieure à l'usine, non confirmé à ce stade de l'enquête, mais qui repose sur des phénomènes qu'il faudra bien expliquer. Le ras-le-bol des conducteurs de bus et de métro à Marseille après une agression dimanche. La grève entamée hier matin se poursuivra demain. Circulation impossible sur la Canebière. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. On peut pédaler sans encombre autour des arrêts de bus déserts de Marseille. Aucun moyen de transport en commun ne circule aujourd'hui dans la ville. Les traminots ont cessé le travail depuis dimanche après l'agression de 4 de leurs collègues. Le transport de surface, je peux comprendre à cause de l'agression, mais pour le métro, c'est pénible, honnêtement. Et on va et vient à pied, on se démerde. Je dis que c'est pas juste, mais il faut une sécurité. Eux, ils ont raison et nous, on en a raison. Je marche à pied, ça fait du bien, toi, je respire. Je fume plus, je bois plus d'alcool, je regarde plus la télé, la vie est belle. Pour ceux qui ne vont pas à pied, même en empruntant la voie des bus, la circulation est très difficile, surtout aux heures de pointe. Beaucoup de circulation, hein. On est bloqué au milieu de la circulation et bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Syndicats et directions se sont rencontrés, ils se reverront demain pour une réunion avec la préfecture de police. En attendant, la grève continue. Les traminots ne reprendront pas le travail tant qu'on ne peut pas discuter de notre sécurité et de la sécurité des Marseillais. C'est pas possible. Ils espèrent demain obtenir le feu vert de l'État pour une présence policière plus importante, une des conditions de la reprise du travail. Les circulations pas si impossibles que ça. Le dossier Brandt, la société, vous le savez, n'est pas en difficulté, mais elle faisait partie du même groupe que Moulinex et devait donc également trouver un repreneur. Brandt regroupe plusieurs marques de Dietrich, Vedette et Sauter. Elle emploie 5340 salariés en France. Et pour eux, c'est la moins mauvaise des solutions qui a été choisie par le tribunal. L'Israélien Elko reprendra les activités. Émilie Lançon, Christophe de Valambra, Séverine Lebrun. Effectivement, la proposition qui est retenue, c'est Elko Fager. Elko, c'est ce qu'ils espéraient tous ici. Cela signifie le maintien de l'usine Brandt à La Roche-sur-Yon. On est très content du résultat, on s'est battu, mais on a eu ce qu'on voulait. C'est bon. Au même moment dans le Nord, l'annonce tombe comme un coup près. Non, mais c'est pas que je veux pas le dire, mais c'est Elko qui a été choisi. Elko, cela veut dire 520 licenciements. On ne sait pas pourquoi. Des vies brisées, comme celle d'Annie, entrée à 17 ans chez Brandt. Ça fait mal, parce que 25 ans, c'est une bonne partie de votre vie. Pour moi, c'est comme si c'était ma famille, quoi. Je connais tout le monde, on connaît le travail par cœur, on fait du très bon travail. Ça fait vraiment mal. C'est le coup du sort. Les appareils de cuisson et les machines à laver se vendent bien, pas les réfrigérateurs. Or, à l'Équin, c'est tout ce que l'on fabrique. Seule une chaîne de montage de congélateurs sera conservée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fric. Il n'y a que le fric qui compte, c'est tout.
social, on s'en fout. Le repreneur se défend de faire un placement financier, même s'il n'a aucune expérience dans le domaine de l'électroménager. Bon, je pense qu'il ne faut pas confondre la propriété et l'expérience. Personne n'a demandé à un conseil d'administration d'une compagnie aérienne d'avoir un brevet de pilote et personne ne demande à tel grand industriel français qui est engagé dans la presse de savoir comment on fait de la reprographie. Le groupe Elco a pour lui de savoir gérer les situations de crise. En 1994, l'industriel a racheté une société en cessation de paiement. Depuis, son chiffre d'affaires a été multiplié par 7. Une réserve aussi chez les politiques. La maire de Lille et ancienne ministre de l'Emploi, Martine Aubry, se dit déçue. On l'écoute. C'est une immense déception. Je veux dire, je continue à ne pas comprendre cette décision. Nous avions avec le groupe Arçelik, pas seulement pour Cellnor, mais aussi pour Brandt, un grand groupe industriel, avec un projet industriel, avec des moyens de financement, avec de l'investissement pour relancer l'ensemble de Brandt et un avenir, notamment pour les salariés de Cellnor, mais pas seulement pour cela. Nous enrageons de voir notre société bloquée alors qu'elle est en mouvement partout ailleurs. C'est le constat du MEDEF. À 3 mois de la présidentielle, l'organisation patronale revendique un droit d'ingérence en politique. Réuni en congrès extraordinaire à Lyon, le MEDEF a adopté 9 résolutions qu'il veut soumettre aux élus. Mais il n'y aura pas de consigne de vote. Sur place, Nathalie Moisan, Daniel Lévy. La réponse des salariés aux patrons. Tandis que les entrepreneurs tiennent leur dernier meeting de campagne, les syndicats rassemblent leurs forces à proximité. Un face-à-face sans dialogue où l'on mesure son poids au nombre de ses partisans. Les forces vives sont sans doute plus nombreuses réunies derrière cette banderole unitaire qu'elles ne le sont réunies dans un palais des congrès. 10 000 manifestants d'un côté, 2 000 chefs d'entreprise de l'autre. Accueilli par des ovations comme tout candidat en campagne, voici Ernest-Antoine Sellière. Le patron des patrons retrouve ses accents guerriers lorsqu'il s'adresse aux politiques. Alors écoutez, arrêtons les rapports, les livres blancs, les commissions et les observatoires. Bon sang de bonsoir, le rôle premier des gouvernants, c'est d'arbitrer, de trancher, de décider, d'assumer. Harceler les politiques, c'est la consigne. Officiellement, Ernest-Antoine Sellière n'est candidat à rien, mais il a un programme qu'il rêve de voir plébiscité. Notre désir de voir pour 94%, contre 1%, abstention 5%. Pour séduire la presse, le duo patronal s'est aussi improvisé. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? De tout ce temps. À l'issue de son tour de France, le programme du MEDEF tient en 9 résolutions libérales. Reste maintenant le plus dur, convaincre les candidats à l'élection présidentielle de lui faire le même accueil qu'ici. Comme en écho, Lionel Jospin présentait au même moment ses vœux à la presse. Interrogé pour la première fois sur la censure du Conseil constitutionnel, il a eu cette phrase: « La liberté d'entreprendre n'est pas la liberté de licencier ». Défense du bilan et exercice de malice aussi. Alexandre Carra, Pascal Caron. Décontraction affichée pour ses vœux à la presse. Aucun doute pour le Premier ministre, le désir était bien là. Un discours d'abord, à l'occasion de ses derniers vœux en tant que Premier ministre, Lionel Jospin est revenu sur son bilan, selon lui, plutôt positif. Quelques mots à peine sur les futures échéances, le temps d'opposer les mots et les actes, comprenez, le président à son Premier ministre. Le peuple français débattra des projets qui lui seront soumis, entendra les candidats et les candidates qui se présenteront à son suffrage, puis il se prononcera. Il sera attentif au discours, mais il jugera aussi sur les actes. Ainsi, il choisira son avenir. Puis, Lionel Jospin s'est livré à un exercice d'ordinaire inhabituel pour cette occasion. Une conférence de presse improvisée, et dès qu'on lui parle de candidature probable, il répond. Moi j'étais plutôt littéraire, donc le mot me paraissait bien choisi. Et lorsqu'on ajoute que cette candidature semble bien plus que probable, il rétorque. Si vous le savez tous, et comme vous avez l'amour du scoop, qu'est-ce que vous me demandez qui est le moindre intérêt pour vous? Décontracté, Lionel Jospin à tel point qu'on n'hésite pas à l'interroger sur sa proximité avec le président. Cette main sur l'épaule de Jacques Chirac, tant remarquée il y a quelques jours. Il n'y a pas de signification naturellement à la main sur l'épaule. Hein? Ça, c'est des gestes qu'on ne contrôle pas. Le Premier ministre n'est toujours pas en campagne présidentielle. En revanche, en ce qui concerne les journalistes, l'opération séduction a déjà commencé.
Politique toujours, la guerre d'Algérie et ce débat électrique à l'Assemblée. Quelle date anniversaire retenir pour rendre hommage aux victimes? La gauche, soutenue par la principale association d'anciens combattants, propose le 19 mars, en référence au 19 mars 62, date du cessez-le-feu officiel. La droite et plusieurs associations, Pieds Noirs et Harkis, s'y opposent fermement. Pour elles, le 19 mars marque la victoire du FLN. Vous voulez raviver des blessures non cicatrisées, a accusé l'opposition. Le visage du nouveau président du Parlement européen à Strasbourg. Comme prévu au départ, à mi-mandat, Nicole Fontaine a laissé sa place. Son successeur, vous l'avez aperçu, il s'appelle Pat Cox, il est irlandais, ancien journaliste et universitaire, il a 49 ans, il est membre du groupe libéral. Les suites du départ du juge Alphen, une réaction à noter aujourd'hui, celle de Lionel Jospin toujours lors des vœux. Il renvoie la responsabilité au précédent gouvernement. Les épreuves que le juge Alphen a subies lui ont été infligées par des manœuvres politiques, mais mon gouvernement n'a jamais interféré en quoi que ce soit. Fin de citation. Au-delà de cette question des pressions, on peut noter qu'Éric Alphen n'est pas le premier à quitter la magistrature en exprimant sa lassitude. Depuis plusieurs années, en fait, les défections se multiplient. Stéphane Bretner, Bernard Bussesseau. Anne-Josée Fulgéras est aujourd'hui conseillère dans un grand cabinet international. Il y a un an encore, c'était Madame le procureur et pas n'importe où, à la tête de la section financière. L'ouverture de l'enquête sur elle, c'est elle. Le démarrage du scandale du Crédit Lyonnais ou de l'Arc, encore elle. À chaque fois, dans une ambiance oppressante, celle des pressions politiques. Elle pèse sur le traitement de ces dossiers tellement fort que le traitement de la justice devient quasiment psychotique dans certains dossiers. C'est-à-dire que rien ne se passe normalement avec le seul souci de rendre une justice en conformité du droit. Est-ce que sur certaines affaires, vous-même, vous n'avez pas pu aller au bout? Oui. Ça, elle ne pouvait s'y résigner. On lui a alors fait comprendre que la porte de sortie était grande ouverte. Depuis son départ du pôle financier, la moitié de ses anciens collaborateurs l'a imité. À chaque fois le même constat, pour les juges, il est impossible de traiter une affaire politique comme n'importe quel autre dossier. Ce sont des magistrats qui travaillent dans des dossiers très particuliers, qui sont justement ces dossiers financiers dont le traitement est si difficile, qui subissent tant de pression, tant de tentatives de manipulation. Ce ne sont pas n'importe quel dossier. C'est bien cela, la justice à deux vitesses dont parle le juge Éric Alphen. Pour Anne-Josée Fulgéras, ce ne sont pas simplement quelques magistrats que l'on écœure, c'est toute l'institution que l'on affaiblit. Les suites aussi de la garde à vue du PDG de la Société Générale, Daniel Bouton. Il a été mis en examen, mais sans contrôle judiciaire. Je vous rappelle qu'il est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur un circuit de blanchiment vers Israël. Indignation générale aujourd'hui dans les milieux bancaires. Soutien également d'Ernest Antoine Sellière et de Laurent Fabius, qui a même reçu tout à l'heure Daniel Bouton. Il est un honnête homme, dit-il. Notre droit devra peut-être être plus clair. Fin de citation. L'actualité à l'étranger, d'abord une image saisissante en Afghanistan, l'arrivée de familles américaines à Kaboul. Elles ont perdu un proche dans l'attentat du World Trade Center et elles sont venues rencontrer des familles afghanes victimes, elles aussi, des bombardements américains. C'est une ONG, Global Exchange, qui organise ces voyages et ces rencontres. Ce document maintenant attribué à Al-Qaïda et qui permet d'en savoir plus sur les méthodes et l'état d'esprit de l'organisation d'Oussama Ben Laden. La cassette aurait été trouvée par l'Alliance du Nord dans un camp d'entraînement. Elle a été diffusée par la télévision australienne, une vidéo amateur qui montre comment les militants s'entraînent à l'assassinat et à la prise d'otages. À New York, Pascal Doucet-Bon. Devant un public attentif, l'homme se fait passer pour un golfeur travaillant son swing. Pour faire plus vrai, il a placé une casquette sur sa cagoule et remonté ses chaussettes. Ses équipiers se font eux aussi passer pour des joueurs portant leur sac. Se moquer des golfeurs est une habitude chez les partisans d'Oussama Ben Laden, qui considèrent ce sport comme un symbole du pouvoir occidental. Les faux golfeurs faisaient en fait diversion. Ils sortent leurs armes pour achever la cible. Tous les présidents américains depuis 15 ans sont des amateurs de golf. La scène se déroule apparemment au printemps, à Mir Bashakot, au nord-est de Kaboul. Les soldats d'Al-Qaïda auraient laissé la cassette derrière eux dans leur retraite face à l'Alliance du Nord. Aujourd'hui, c'est un Américain qui la rend publique, un ancien des forces spéciales devenu conseiller privé de l'Alliance du Nord.
Autant dire que les services secrets américains ont eu accès aux documents bien avant les journalistes. Son intérêt majeur, la nature des exercices pratiqués. Rien à voir avec la guerre en Afghanistan. Ces hommes répètent des actions ciblées en zone urbaine. Par exemple ici, une prise d'otage sur le toit d'un immeuble. Cours théorique. L'instructeur est saoudien ou yéménite. Il parle, au passé, d'un attentat à Riyad, un vendredi matin. Un homme important abattu dans sa voiture. L'attentat est dûment répété par les soldats. Des soldats qui se montrent très appliqués dans tous les exercices. Mais le caméraman, comme les diverses recrues qu'il filme, éclate de rire à plusieurs reprises tout au long du document. S'amuse-t-il de la présence de la caméra ou de leur apprentissage lui-même? Difficile à dire. En tout cas, ils n'ont pas la dextérité de soldats professionnels. Comment veux-tu que je descende en rappel, dit ce jeune homme. C'est trop difficile et effrayant. Tu dois le faire, lui répond le caméraman. La cassette ne contient presque aucun discours politique. À quoi servait-elle exactement? De nombreux hommes y apparaissent à visage découvert. Le document se termine sur cette séquence filmée dans une maison du camp, là où la cassette aurait été saisie. La voix du caméraman est la même que dans le reste du document. Le pistolet et la Kalachnikov ne sont bien sûr pas des jouets. Les militants d'Al-Qaïda toujours traqués par l'armée américaine en Afghanistan. Les bombardements continuent dans l'est du pays et de nouvelles grottes ou abris sont régulièrement découverts, ici près de Kandahar. La visite de Vladimir Poutine à Paris, conférence de presse commune tout à l'heure avec Jacques Chirac et protestation en série. Noël Mamère dénonce la visite, je cite, de Poutine le sanguinaire. Et plusieurs organisations, Reporters sans frontières ou Médecins sans frontières, dénoncent les atteintes aux droits de l'homme, notamment en Tchétchénie. C'est un peu la guerre oubliée. En échange de son soutien à la coalition antiterroriste, Moscou a obtenu un relatif silence de la communauté internationale. Mais, selon plusieurs sources, la terreur et les pillages sont plus intenses que jamais. Dominique Derda, Franck Brisset. Plus rien désormais ne les arrête et rares sont dans les capitales occidentales les voix qui s'élèvent encore pour dénoncer leurs exactions. Depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, les forces armées russes, le FSB, les troupes du ministère de l'Intérieur semblent avoir reçu carte blanche pour opérer à leur guise en Tchétchénie, au nom de ce que l'on appelle au Kremlin la lutte antiterroriste. À Grozny, mais surtout en province, comme à Argoun ces dernières semaines, les opérations de nettoyage se multiplient. Et avec elles, les accusations de torture, les disparitions inexpliquées d'hommes en âge de combattre et donc forcément suspects d'appartenir au mouvement rebelle. À Moscou, on affirme désormais être plus soucieux du respect des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, seule une dizaine d'officiers ou de soldats auraient été condamnés pour sévices. Devant le quartier général de la milice, chaque jour ou presque, des femmes viennent réclamer des nouvelles de leurs proches. En vain. Souvent, il leur faudra payer une rançon pour qu'on leur rende un père, un mari ou un fils. En Ingouchie voisine, il serait entre 150 et 200 000 ces réfugiés qui, sans espoir d'un retour prochain, passent leur troisième hiver sous la tente. Pour Vladimir Poutine, il n'est toujours question ni de réelles négociations avec les indépendantistes, ni bien évidemment d'un retrait même partiel des 80 000 hommes qui stationnent sur le sol tchétchène. En bref, Israël et les Palestiniens de nouveau au bord de la confrontation. Le Hamas menace de nouveaux attentats si Yasser Arafat, ici face à une délégation française, reste confiné à Ramallah. Et puis cette dernière minute, la police palestinienne a arrêté le chef du FPLP. C'est ce qu'indique l'autorité palestinienne, un geste important donc de Yasser Arafat avec cette arrestation du chef du FPLP. Nous y reviendrons en cas de nouvelles informations d'ici la fin de ce journal. Retour en France et retour aux fondamentaux à l'école. Jack Lang présentera dans les jours qui viennent les nouveaux programmes pour la rentrée prochaine. D'ores et déjà, on peut dire qu'ils marqueront le retour d'une vieille connaissance que les élèves auraient, dit-on, un peu perdu de vue, la grammaire. Syntaxe, conjugaison, la grammaire fera non seulement l'objet d'un enseignement particulier, mais elle devra s'immiscer aussi dans toutes les autres disciplines, y compris l'éducation physique. On en parle avec vous dans un instant à l'arrêt. Bonsoir, vous êtes responsable du dictionnaire Le Robert, un lexicologue, une autorité en la matière. D'abord le reportage de Claude Poznanski et Jean-Louis Melin. Ah bon, bien sûr.
j'aurais su, j'aurais pas venu. Hier comme aujourd'hui, parler sans faute de français, c'est toujours aussi difficile, surtout quand il faut jouer avec la concordance des temps ou les accords de verbes. Spectacle. Si c'était Camille, est-ce que assister s'écrirait pareil? Toi, tu penses que ça s'écrirait? Avec un E. Avec un E? J'aime pas trop l'orthographe. Je préfère la géographie. Même en géographie, Manon étudiera la grammaire, en maths et en histoire aussi. Pratiquer le français dans toutes les matières, c'est ça l'idée de Jack Lang pour améliorer le niveau des élèves. C'est un tout, le français. Donc la réforme, elle met en mots, si vous voulez, ce qu'on applique depuis toujours. Mais cette méthode est contestée par certains spécialistes. Il faut des plages de temps où on va faire véritablement de la grammaire, comme on fait du mécano. On va comprendre comment ça marche, on va comprendre comment les choses s'articulent, on va comprendre comment on se sert de la grammaire pour communiquer. Et ça ne peut pas se faire simplement dans les disciplines, il faut lui accorder du temps en soi. Cette réforme entrera en vigueur dès septembre prochain, d'abord dans les classes maternelles et en CE2. Il faudra encore 2 années supplémentaires pour introduire ce nouvel enseignement dans toutes les classes du primaire. Alain Ray, vous adorez la grammaire, mais on pourrait dire la langue évolue, finalement l'important c'est de se faire comprendre. Alors est-ce que la grammaire est vraiment toujours aussi indispensable ? Oui, je crois que la grammaire est absolument indispensable. Simplement, on avait essayé de la cacher parce que, bon, c'est comme un petit peu les choses dont on a pris l'habitude, mais qu'il faut apprendre d'une manière formelle. Ça ennuie, ça rebute. Et c'est peut-être pas par hasard qu'il y a une évolution maintenant, qu'on s'aperçoit que la grammaire, c'est pas seulement cet aspect un peu ingrat des choses. Et je n'en veux pour preuve que le livre d'Éric Orsena, La grammaire est une chanson douce. Seulement comme toutes les chansons, même douces, il faut apprendre à chanter. Et c'est un petit peu le solfège de la langue. Alors quand on apprend le français comme ça à l'occasion, au détour d'une phrase, ça n'est pas aussi efficace que si on a un enseignement un peu systématique, mais qui doit être illustré par le reste de l'enseignement. Oui, tout le problème, c'est de... Parce qu'on entendait un enseignant dire il faut faire de la grammaire comme on fait du mécano, mais ce n'est pas forcément un programme qui va passionner nos enfants. Non, mais je pense que si on fait du mécano pour obtenir un objet qui est beau, c'est-à-dire une phrase qui est efficace, par exemple quand on fait de la géographie ou de l'histoire, ou une phrase qui est belle, par exemple quand on étudie la littérature, dans ce cas-là, on va montrer aux élèves que la grammaire est nécessaire pour obtenir des résultats qui sont plus sympathiques, qui sont plus dans la direction, disons, de la satisfaction de celui qui s'exprime et de l'efficacité de la communication. C'est ça qui est important. Alors, pour terminer, un mot sur vous, Alain Ray, cette passion de la grammaire. Vous l'avez apprise où? À l'école ou de votre côté dans les livres? J'étais pas très bon en grammaire, figurez-vous. C'est justement parce que j'adorais la langue française, ce qu'elle donne comme effet, le plaisir de la lecture, le plaisir de l'expression, le plaisir de la communication, que finalement je me suis dit que c'était un petit peu dommage de pratiquer un sport. C'est comme un sport de glisse, c'est très bien de le pratiquer spontanément, mais il vaut mieux quand même en connaître les règles parce qu'on obtient des résultats beaucoup plus positifs et beaucoup plus efficaces. Merci Alain Ray de nous avoir donné ces quelques minutes et on aura l'occasion d'en reparler de ces nouveaux programmes et de ce retour aux fondamentaux, comme on dit. L'euro, on évoquait hier le rejet des grosses coupures. Eh bien, voici aujourd'hui la convoitise pour les petites pièces de monnaie, centimes d'euros, pièces jaunes en francs. Les associations se disputent les piécettes. Cécile Delarue, Frédéric Pasquet. Les derniers francs ne leur échapperont pas. Depuis samedi, ces bénévoles du comité contre la faim arpentent leur quartier pour distribuer leurs petites boîtes jaunes aux commerçants. Avec les paralysés de France et la Ligue contre le cancer, ils comptent bien récupérer jusqu'à la dernière petite pièce de 5 centimes, un pactole. On va mettre en évidence. Hein. Vous changez de vêtements, vous retrouvez 1 franc, 2 francs, et vous allez à la banque pour changer 1 franc, 2 francs? Non, vous venez chez monsieur et vous les déposez là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les premiers à avoir eu l'idée. Déjà celle-ci, que j'ai renouvelée parce que j'en ai déjà une de pleine, donc elle commençait un petit peu à se casser. L'opération Pièce jaune a inventé le concept il y a 12 ans, mais ces bénévoles n'ont pas peur de la concurrence pour autant.
Dès l'instant que les causes sont bonnes, il n'y a pas de raison que d'autres profitent à titre exceptionnel de cette situation exceptionnelle. La plupart d'entre eux d'ailleurs ont eu la courtoisie de venir nous en parler et de nous présenter comment allait se dérouler leur campagne. Et bien entendu, nous les avons encouragés à réussir la collecte. Troisième sur le créneau, la Fondation de France collecte dans les grandes entreprises. On a pas mal. Pendant que la Croix-Rouge voit beaucoup plus large, elle compte sur les pièces usagées venues de toute l'Europe. En tout, les ONG espèrent empocher plus de 15 millions d'euros. Et puis première arnaque aux billets troués par la fameuse trouilloteuse. On l'a présenté ici même, on les croyait retirés du circuit ces billets. Mais à Paris, des escrocs ont profité d'un défaut de programmation d'un monnayeur électronique. Vincent Fourcade, Gilles Jacquier. Un petit trou, plus d'autres petits trous égale un gros trou dans la caisse. Ici sur le site 2000 francs, donc 20 billets de 100 francs. Sur notre site de la Défense, 60 billets de 100 francs, donc 6000 francs. Percés en 3 endroits, ces billets n'ont en principe plus aucune valeur. Mais la trouilloteuse n'a nullement fait peur aux escrocs venus dépenser leurs presque francs en jeux vidéo. Plus de 900 parties gratuites à la santé de la défunte monnaie. Car les appareils qui transforment argent en jetons n'ont pas été équipés pour détecter ces fameux trous et sont donc tombés dedans. Ces machines sont des scanners, en fait les lecteurs billets sont des scanners qui vont reconnaître les billets par rapport à une banque de billets prédéterminée. Puisque ce billet était valable et en cours il y a encore quelques temps, il a été accepté comme n'importe quel vrai billet. Reste maintenant à déterminer l'origine de ces francs sans valeur. Peut-être s'agit-il là d'une partie d'un butin dérobé dans une banque il y a une semaine. Ce jour-là, les voleurs, qui n'avaient pas les pieds sur terre, étaient repartis avec plusieurs liasses de billets déjà troués. Les effets inattendus et indésirables aussi de la concurrence dans le téléphone. Vous êtes accosté dans la rue par de prétendus employés d'un institut de sondage. Vous répondez, vous signez et vous vous rendez compte quelques semaines plus tard que vous êtes un nouvel abonné. Eh bien, des associations de consommateurs ont été récemment saisies de plusieurs arnaques de ce genre. Elisabeth Esley et Florence Griffon. Alors qu'elle n'avait rien demandé, rien signé, un jour Sylvie a reçu un courrier de l'opérateur Neuf Télécom la remerciant de l'avoir choisi. Un choix confirmé un mois plus tard par France Télécom, étonnant. Moi je pense que c'est de l'escroquerie, je pense que c'est de la vente forcée, et je trouve à la limite, ça va plus loin, extrêmement inquiétant qu'on puisse manipuler votre ligne téléphonique, vous abonner quand vous n'avez rien demandé, je ne sais pas où ça peut aller. Et difficile de s'échapper. Les factures d'environ 137 € continuaient à arriver malgré l'envoi de lettres recommandées pour tout annuler. Et alors qu'elles continuaient à composer le 0 jusqu'alors le préfixe réservé à France Télécom. Capter un client sans son consentement, ça se pratique aussi dans des magasins de bricolage d'informatique, les vendeurs profitant d'un sondage pour obtenir signature et adresse des clients. À Neuf Télécom, on condamne ces pratiques. Ça représente 0,4% aujourd'hui de nos ventes. Donc c'est énorme. On pourrait dire, malgré tout, ça reste quelque chose qui est purement un geste malhonnête d'un certain nombre de vendeurs que l'on essaie de tracer, que l'on retrouve systématiquement. Malgré tout, les victimes de cette vente forcée ne sont plus des cas particuliers. On a quand même disons presque une quarantaine déjà de contacts à l'affût sur 2 mois, ce qui veut dire que sur le marché, il y a probablement l'ordre d'un millier de personnes qui ont été victimes de ce genre de situation, peut-être plus. Véritable jungle, sous l'effet de la concurrence, le marché de la téléphonie se met à fonctionner dans le mauvais sens. Ne pas signer de sondage, ne payer aucune facture forcée, c'est le minimum pour éviter l'arnaque. On évoquait récemment la sécurité routière et le problème des personnes âgées au volant. Eh bien, voici une méthode, elle nous vient du Danemark, elle vise tout simplement à détecter ceux qui ne seraient plus en état mental de conduire. Explication Anne Guéry. Quelle que soit la latitude où l'on se trouve, il est des symboles universels et le feu rouge en est un. Mais voilà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Celui qui conduit n'est pas un chauffard, juste un honorable papy. Un grand-père qui, en 2 tours de roue, peut se révéler un danger public. Des étourderies qui ne prêtent guère à sourire au Danemark. Vieillir et conduire ne serait plus forcément compatible, selon les autorités danoises, décidées à traquer les personnes âgées qui persistent à prendre le volant envers et contre tout. Elles peuvent avoir des difficultés à distinguer la droite et la gauche, et c'est pourquoi elles conduisent au milieu de la route. Les conducteurs âgés sont donc invités à faire des tests. Il s'agit de reconstituer les nombres d'une horloge, et l'exercice est implacable. Grâce à cette évaluation, nous détectons les personnes qui ont des trous de mémoire et les premiers signes de sénilité.
Tout aussi implacable, l'issue des tests. Ceux qui ont quelques soucis d'orientation ou de mémoire se voient retirer purement et simplement leur permis de conduire. Toujours en Scandinavie, cette première en Norvège, le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui qu'il avait épousé, entre guillemets, au début du mois, son partenaire, lui-même directeur d'un groupe de médias. La Norvège est devenue, il y a 9 ans, le deuxième pays au monde, après le Danemark, à reconnaître les couples homosexuels et à leur accorder des droits équivalents à ceux des couples hétérosexuels. Le luxe, après Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Guerlain, l'empereur de la parfumerie, a décidé à 65 ans de faire valoir ses droits à la retraite. Fin de la grande saga familiale qui aura marqué son époque. Guerlain avait été acheté également par un grand groupe il y a 6 ans. Estelle Collin, Florence Mavic. Inconnu du grand public, Jean-Paul Guerlain incarne l'une des plus belles réussites de l'histoire du parfum, celle d'une dynastie qui en 5 générations aura fait fortune. De Pierre-François Pascal, médecin chimiste, à Jean-Paul Guerlain, 170 ans se sont écoulés et plus de 300 fragrances se sont créées. Je suis entré en parfumerie comme on rentre en religion, a-t-il coutume de dire, et lorsque l'on sait que 2,5 tonnes de pétales de rose donnent un tout petit litre d'essence, on comprend mieux le prix de ces jus, comme on les nomme dans le métier, tant convoités. Nous sommes faits pour vendre des produits de qualité. Vous ne pouvez pas rendre des Mercedes, des BMW, des Rolls à tout le monde. C'est la même chose pour la parfumerie de Guerlain. Donc vous visez une certaine catégorie Mais nous sociale. ne vivons que ça, c'est une réalité. Nous sommes la crème de ce qui se fabrique en parfumerie. Enfin, parmi d'autres. Dans le monde des odeurs, les formules sont tenues secrètes. On protège ainsi la stratégie commerciale d'un secteur économique voué à l'exportation. Longtemps convoitée, la marque est tombée en 1996 dans l'escarcelle du numéro 1 mondial du luxe, le groupe LVMH. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires avoisine les 400 millions d'euros. Shalimar, Vétiver, Habit Rouge, Samsara, autant de parfums que l'on doit à un seul homme, ou plutôt à un seul nez. À 65 ans, Jean-Paul Guerlain tire donc sa révérence pour se consacrer à une autre de ses passions, l'équitation. Tennis, l'image du jour aux internationaux d'Australie, la surprise pour le numéro 1 mondial, Lleyton Hewitt, battu chez lui en 4-7 dès le premier tour. Décidément, ça va mal pour les têtes de série. Côté français, à noter la qualification de Clément, cette fois c'est sûr, de Bachelot, d'Escudé, d'Amélie Mauresmo chez les dames. Élimination de Fabrice Santoro, d'Olivier Patience, de Mathieu et de Bartoli. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle l'information qui nous est parvenue pendant ce journal et qui pourrait peut-être changer le cours des choses au Proche-Orient. L'autorité palestinienne annonce qu'elle a arrêté le chef du FPLP, le Front Populaire de libération de la Palestine, un petit mouvement radical de gauche qui avait revendiqué l'assassinat le 17 octobre dernier du ministre israélien du tourisme, Rehavam Zeevi. Cette arrestation était donc l'une des conditions posées par Israël pour autoriser le président Yasser Arafat à quitter Ramallah. Fin de cette édition, à suivre la météo Patrice Drevet, l'info sur France 2, 1h, le dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Georges Sarr, président du mouvement des citoyens. On se quitte avec des images de l'illumination du tombeau de Ramsès II à Abou Simbel en Égypte. À demain.